se terminait sur d'étranges paradoxes. C'est vers le mathématicien et ses équations abstraites qu'il faut aujourd'hui se tourner pour apprendre tout ce que les hommes savent sur l'espace et le temps. Un peu en tendant le dos, sentant venir les difficultés, nous avons demandé au professeur Lichnerowitz de nous dire ce qu'était aujourd'hui devenu cet espace et ce temps si fallacieusement familiers. En fait, qu'est-ce que c'est que la gravitation? Eh bien, c'est simplement le fait de constater que les mouvements des masses matérielles réagissent les uns sur les autres. Que vous ne pouvez pas faire se mouvoir deux masses sans que leurs mouvements interfèrent. Et de ceci, Newton a donné une description admirable de précision par l'introduction des forces d'attraction newtonienne qui portent son nom. Mais cette description, qui permet de prévoir avec une incroyable précision le mouvement des corps célestes, présente deux difficultés conceptuelles extrêmement grandes. Ce sont des actions instantanées et à distance. Alors, action à distance, pendant tout le XIXe siècle, qui était mécaniste, comme nous l'avons dit, ce fait d'avoir une action à distance était extrêmement désagréable, c'était quelque chose de magique. D'autre part, instantané est beaucoup plus gênant. Il est extrêmement gênant de penser que si vous avez un tremblement de terre ou quelque chose d'extrêmement variable comme matière ici et maintenant, ceci atteindra instantanément les coins les plus reculés de l'univers. C'est absurde pour un physicien normalement constitué. Alors, la difficulté a été complètement surmontée par l'introduction de la théorie relativiste de la gravitation. Et le type d'explication que donne Einstein de la gravitation est complètement différent de celui de Newton, tout en rendant justice à Newton, c'est-à-dire en expliquant pourquoi la description newtonienne marche aussi bien. En fait, les deux descriptions sont du modèle suivant. Je vais prendre une image dont l'origine remonte à Eddington. Vous avez supposé un voyageur qui croit résolument que la Terre est plate et semblable à la carte en projection Mercator, par exemple, qu'il en a. Et puis qui traverse bien gentiment l'Atlantique, mettons un bateau pour que ça aille plus lentement, qu'il puisse faire le point, du Havre à New York, et qui marque sur sa carte les positions successives occupées par son bateau toutes les heures. Et il constate que la côte n'est pas du tout une droite sur sa carte, mais est fortement incurvée vers le nord. Et s'il fait la même expérience dans l'Atlantique Sud, il trouvera que sa courbe est fortement incurvée vers le sud. Et il énoncera cette loi: les directions nord et sud exercent sur les bateaux une action instantanée à distance en les attirant soit vers le nord, soit vers le sud, suivant le côté de l'équateur où c'est. Et puis, un beau jour, peut-être imaginera-t-il que la Terre est ronde et que sur cette Terre ronde, le bateau fait ce qu'il peut, il suit un arc de grand cercle, une ligne de plus court chemin sur cette Terre ronde. Bien, l'explication est à peu près de ce modèle. Einstein substitue à l'espace-temps plat de la relativité restreinte un espace-temps courbe et courbé par la présence même de matière. La matière courbe l'espace-temps dans un de ses voisinages assez grands. Le Soleil courbe l'espace-temps dans son voisinage. Et sur cet espace-temps courbé, chaque planète fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire décrit une ligne de plus court intervalle sur cet espace-temps. Voilà le modèle de description par Einstein. Elle a cette harmonie qui fait plaisir aux mathématiciens et aux physiciens mathématiciens que je suis. C'est probablement une des théories les plus belles qui soient. Malgré sa beauté, ce concept d'espace-temps courbe heurte nos idées reçues, mais on peut espérer qu'il deviendra un jour familier.